les Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, d'ici début 2023, une cinquantaine de bateaux hors d'usage vont être enlevés des voies maritimes de la Martinique. Pour nous présenter cette démarche, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir la directrice déléguée du Parc naturel marin de Martinique. Bonjour Aude Brador, comment allez-vous? Merci, ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir, vous allez pouvoir nous éclairer sur cette démarche qui a été lancée et qui va durer sur plusieurs mois et qui concerne, il me semble, 140 bateaux. Exactement. C'est bien ça? C'est exactement ça. Autour de la Martinique, il y a 140 bateaux qui ont été recensés en 2021, 140 bateaux qui sont soit abandonnés, échoués ou coulés et qu'il faut donc traiter. Très bien. Alors, avant de revenir sur cette démarche, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu les prérogatives du parc naturel marin, parce qu'on en entend souvent parler, c'est une structure étatique relativement récente, puisque créée en 2020. Mais qu'est-ce que fait cette institution? Alors, cet outil permet en fait de protéger les fonds. Donc, effectivement, on est un outil de l'État qui a été créé et qui a la particularité d'associer tous les usagers. Donc, tous les acteurs sont dans une instance et leur mission à ces acteurs, donc ils sont 53, qui représentent vraiment tous les usagers, à la fois les élus, les pêcheurs, les plongeurs, les plaisanciers. Donc, tout le monde est autour d'une table et l'idée, c'est de protéger ensemble ce milieu marin et de faire aussi en sorte que les activités maritimes qui se déroulent sur ce milieu marin deviennent de plus en plus compatibles avec la vulnérabilité de la biodiversité. Donc, c'est d'associer protection et développement durable des activités maritimes. C'est ça les missions du parc Autour marin. d'un consensus. Autour d'un consensus, donc il faut réussir à ce que ça soit un consensus, on va dire, pas mou, hein. Des fois, à force de consensus, on fait des petits pas. Donc, on essaye de faire des pas, mais pas trop petits, et effectivement d'avoir du consensus parce que l'enjeu est quand même important. Il y a une réelle urgence à agir pour protéger nos coraux et tous les écosystèmes marins. Alors, vous avez un certain nombre d'actions par rapport à votre rôle qui sont déclinées dans votre plan d'action de l'année. Là, nous finissons 2022 avec ces bateaux hors d'usage. Pouvez-vous nous définir ce que c'est un BHU? Oui, alors effectivement, on connaît plus habituellement les VHU, les véhicules hors d'usage. Eh bien, nous avons pareil sur le milieu marin. Donc, dès qu'un bateau est abandonné, c'est-à-dire qu'il n'est plus en sécurité, il n'est plus gardienné, ou dès qu'il est échoué ou coulé. Donc, il y a 3 situations qui peuvent permettre de définir un bateau comme un bateau hors d'usage. Eh bien, effectivement, on est dans une procédure particulière où il faut enlever ce bateau, même s'il n'est pas encore coulé, parce qu'il représente un danger pour la navigation et surtout pour nous, pour l'environnement. Alors, en tant que parc marin, j'imagine que vous avez des partenaires pour pouvoir initier cette programmation. Je pense à la direction de la mer, peut-être à la CTM. Exactement. Comment ça s'articule? Effectivement, il faut vraiment qu'on ait un écosystème d'acteurs qui travaillent ensemble, parce que ce sont des procédures qui peuvent être longues, ce sont des procédures qui peuvent se faire sur différentes communes, où il y a différents maires. Donc l'idée pour nous, c'est de travailler effectivement en harmonie avec les services de l'État, parce qu'il y a des procédures réglementaires, avec les collectivités, parce que quand on est dans les 300 mètres, c'est la responsabilité du maire. Avec les autres acteurs aussi, les communautés d'agglomération apportent des financements ou s'investissent directement, comme ce qui est le cas de la CACEM. Donc on identifie tous les acteurs qui peuvent travailler autour de ça, et même avec les associations, parce qu'en fait, les BHU nécessitent la création d'une vraie filière, donc d'avoir tout plein d'acteurs qui prennent tous les rôles possibles. Donc c'est une filière qu'on est en train de créer autour des BHU. Alors pour savoir les bateaux que vous alliez retirer, vous avez dû établir un état des lieux dès le début avec ses partenaires? Exactement, donc on a fait un recensement avec la direction de la mer, nous avons été sur le terrain, nous avons fait des cartes pour recenser à peu près 140 bateaux hors d'usage dans les eaux martiniquaises. Donc ces bateaux doivent faire l'objet d'un retrait, d'un traitement, d'une procédure, et donc effectivement la première chose à faire, parce que ce n'est pas simple de savoir est-ce qu'on est vraiment dans le cadre d'un BHU, parce que des fois le propriétaire peut être à l'étranger et il peut, puisque pour avoir vraiment la notion de BHU, il faut avoir fait ce qu'on appelle la déchéance de propriété. C'est-à-dire qu'il faut avoir dit que ce bateau n'appartient à personne. Et il faut s'être donné tous les moyens pour garantir que ce bateau n'appartient à personne. Donc il y a vraiment effectivement un recensement qui est important. Recensement et recherche. Recensement et recherche. Qui demande beaucoup de temps. Qui demande beaucoup de temps, qui demande des enquêtes, parce qu'il faut suivre toute la vie du bateau. S'il a été revendu, il y a des informations sur le moteur, des informations administratives. Donc ça nous permet de retracer l'histoire du bateau et de dire réellement, après cette recherche, de dire réellement, ce bateau est hors d'usage. Ou sinon, si on a identifié un propriétaire, de le mettre en demeure, de faire quelque chose pour sécuriser le bateau ou pour le retirer, en tout cas de prendre ses responsabilités de propriétaire.
D'accord. Alors pour le moment, ça a été porté sur la baie du Lamentin. Dans cette zone-là, Oui. il y a aussi d'autres endroits à faire, d'autres communes Exactement. qui ont prévu d'enlever ces bateaux. Quelles Exactement. seront-elles? Effectivement, on a commencé avec le port Coé, avec la CACEM, un gros travail de retrait. Nous avons aussi déjà travaillé dans la baie du Marin. Nous avons retiré un bateau qui allait couler. Donc, l'important pour nous, c'est d'essayer d'agir avant que le bateau ne coule. C'est plus simple. Et donc, on a pu le faire à la baie du Marin. Il y a d'autres secteurs. À Rivière-Pilote également, nous allons agir. Aux Trois-Îlets également, nous avons déjà commencé des opérations et nous allons les poursuivre. On va retirer 8 bateaux pour ce qui est des Trois-Îlets. Donc, en s'associant avec les acteurs, parce que certaines communes enlèvent par elles-mêmes aussi, tout en utilisant, on va dire, le circuit que l'on crée ensemble, puisqu'il faut vraiment, comme je vous disais, créer cette filière. Donc, chaque acteur met un peu du sien. Donc, avec l'opération coup de poing, on va dire que le parc fait, ça permet, on va dire, un peu de défricher le terrain, de créer cet écosystème d'acteurs. Et donc, des communes aussi se lancent dans cette action de chercher des propriétaires, de faire la déchéance de propriété avec l'aide de la direction de la mer. Donc on aura, je pense, à peu près 80 bateaux tous ensemble qu'on pourra retirer. C'est une véritable démarche et puis qui inclut d'autres partenaires qui vont être solidaires et qui vont pouvoir réfléchir dans ce plan d'action ensemble. Ça a un coût tout ça. C'est un coût, effectivement. Donc, effectivement, on a pu saisir l'opportunité du plan France Relance. C'est dans ce cadre-là que le parc marin a pu mettre en œuvre un budget qui est de 885 000 euros. Donc, effectivement, on est sur un budget qui est conséquent. Les collectivités également vont mettre de leur côté une part pour pouvoir faire leur propre retrait. Donc, 885 000 euros pour le parc. Et chaque collectivité va mettre une enveloppe supplémentaire. Donc ça a un coût et l'objectif pour nous réellement, c'est de faire en sorte que par la suite, les propriétaires agissent avant et que quelqu'un, par exemple, qui sait qu'il est malade, mais qu'il revende le bateau, ou qu'on n'ait pas ces situations où le bateau arrive à couler et où là, on est sur des coûts importants. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Parce que là, ça peut être une question esthétique de se dire, oh, bah, tiens, il y a un vieux bateau, mais il y a de la sécurité aussi, parce que quand on navigue et qu'on tombe sur une épave, ça peut être dangereux. Très dangereux. Et puis, il y a l'enjeu environnemental. Exactement, effectivement. Donc, comme vous avez dit, l'enjeu sécuritaire est évident. L'enjeu esthétique est vraiment aussi un enjeu paysage parce que quand on voit un endroit qui n'est pas entretenu, qui est sale, quand on a une image de quelque chose qui est sale, on sait que le réflexe est de continuer à salir. Donc déjà, le côté esthétique et paysager est important, n'est pas sous-estimé. L'exemplarité. L'exemplarité, c'est vraiment important. Et puis effectivement, au niveau de l'environnement, tous ces bateaux, soit par les matériaux qui les composent, qui vont se dégrader au fur et à mesure, une coque en plastique, avec le temps, c'est des microplastiques. Ces microplastiques rentrent dans le poisson, donc rentrent dans la chaîne alimentaire. C'est aussi des fluides, donc les hydrocarbures, tous les fluides qu'il y a dans un bateau. C'est aussi la batterie. Donc un bateau qui vient de couler a une pollution immédiate et puis ensuite une pollution diffuse qui arrive jusqu'à nous en réalité parce qu'on retrouve maintenant, de plus en plus d'études montrent l'impact du microplastique qui arrive jusqu'à la santé de l'humain où on estime qu'on consomme une carte bleue, l'équivalent d'une carte bleue de microplastique par, je ne sais plus, je crois que c'est par mois. En tout cas, on consomme une quantité importante de microplastique et toutes ces actions-là de dégradation du plastique, toutes ces pollutions environnementales, elles s'accumulent et finalement, elles nous impactent et elles impactent l'environnement marin. Alors je pense à une personne privée qui aurait remarqué un bateau, une embarcation abandonnée, qu'elle pense abandonner. Elle peut vous demander de l'enlever? Elle peut vous le signaler? Alors, il faut effectivement déjà le signaler parce que la première chose à faire, effectivement, c'est la surveillance du territoire. Parce que des fois, un bateau qu'on commence à voir, parce qu'il y a toute une vie en fait, pour arriver au stade où il coule, on commence à voir quelque chose qui ne va pas, il est là ou il est revendu. Bon, il y a des situations et les personnes qui sont sur l'eau connaissent très bien ces situations et identifient la vie d'un bateau. Donc ça, effectivement, c'est pour nous important de capitaliser ces informations-là. Et après, en fonction du gestionnaire du lieu, si on est à Port-Coé, le gestionnaire, c'est la CACEM. Si on agira effectivement en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Mais déjà d'avoir cette information, d'avoir cette vigilance et aussi de rappeler aux plaisanciers, imaginons on est dans ce cadre-là, quelqu'un identifie un bateau qui va devenir un bateau hors d'usage, il peut aussi informer le plaisancier, le propriétaire, qu'il y a des démarches à faire. On a la chance en Martinique d'avoir une filière qui se met en place, d'avoir l'association pour une plaisance éco-responsable qui a pu agréer une structure, Métal d'Homme, qui est basée à Fort-de-France. Et du coup, dans ce cadre-là,
avec cette éco-responsabilité, la déconstruction de navires est gratuite. Ce qui n'est pas le cas ailleurs et qui n'était pas le cas il y a peu de temps. Ils doivent financer le déplacement dans le cas où l'assurance Exactement, ne ils prendrait pas en doivent compte, s'assurer que le bateau arrive à Métal-Dôme. Et même sur ça, on est en train d'essayer de travailler. Mais pour l'instant, l'acheminement est à la charge du propriétaire. Mais la déconstruction est gratuite. Alors cette sensibilisation, vous la faites en amont pour prévenir Exactement. les bateaux hors d'usage. Et puis une fois que les bateaux malheureusement sont devenus hors d'usage et que vous devez faire le processus de retrouver le propriétaire, si vous ne le retrouvez pas, ça peut arriver. À ce moment-là, effectivement, on est dans une procédure réglementaire avec la direction de la mer. On fait une déchéance de propriété. C'est ça. Donc à ce moment-là, le parc devient le propriétaire le temps de la déconstruction du bateau. On achemine le bateau à Métal-Dôme à Fort-de-France. Et à ce moment-là, toute une procédure de déconstruction, de récupération. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exactement. Donc là, on a toute une procédure. On est vraiment, on a visité encore une fois avec l'ensemble des acteurs ce site pour savoir quel est le devenir de ces bateaux déconstruits. Donc une fois qu'ils arrivent à Métal-Dôme, une fois qu'on a fait donc toutes les procédures administratives d'enquête qui prennent du temps, il ne faut vraiment pas les minimiser. Il faut de la publicité, il faut un délai. Quand on a fait tout ça et qu'on arrive en bout de chaîne, le bateau est à Métal-Dôme. À ce moment-là, on est dans un cadre d'un déchet il consiste à récupérer le maximum de valeurs de produits qui ont une valeur, donc de produits valorisables. Et ça peut être revendu, ça peut être recyclé? C'est surtout plus recyclé. Donc effectivement, en Métal-Dôme, en fonction des matériaux et des filières de recyclage qui existent, il y a des fois, il n'y a pas de filière de recyclage, donc ça arrive à l'enfouissement. Donc l'objectif est de valoriser le maximum. Donc tout ce qui est ferraille peut être valorisé. Il y a certains bateaux composites qui le sont moins. Donc là, on rentre dans une filière effectivement de recyclage. Et pour nous, c'est bien ça l'objectif, c'est de faire évoluer, parce que toutes les politiques en fait environnementales s'associent. La politique gestion des déchets est aussi une politique importante pour la mer. C'est transversal, on la retrouve dans tout. C'est totalement transversal. C'est-à-dire que plus des filières de gestion des déchets seront opérationnelles, plus ça aura du sens, parce qu'effectivement, on n'enverra pas nos déchets en France ou pire dans certains pays du tiers-monde. Donc aujourd'hui, l'enjeu de faire de la prévention, effectivement, soit de localiser au maximum pour qu'il y ait un recyclage. Donc, depuis peu, il y a des choses qui vont en Guadeloupe. Donc de trouver vraiment une filière et une gestion à l'échelle de la Caraïbe. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à porter à cette échelle-là, mais surtout de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de bateaux hors d'usage. Parce que pour les VHU, ce qui a été observé, c'est que quand on a commencé, les collectivités ont commencé à enlever des voitures hors d'usage, ça a créé un appel d'air, tout le monde s'est dit « Ah, ça y est ». Il suffit de la laisser pour que les gens viennent la chercher. Ça y est. Et il ne s'agit pas de ça. Je pense que personne n'a envie que ces impôts servent à retirer en permanence des bateaux hors d'usage. Donc pour nous, c'est bien d'avoir structuré cette filière, d'avoir contribué à l'existence de cette filière parce qu'on en a besoin sur un plan environnemental, de faire aussi savoir à d'autres porteurs de projets qu'il y a des opportunités derrière ces actions-là pour créer de la concurrence, parce que quand une filière est émergente, on a peu de concurrence, donc on est sur des ça crée des entreprises, c'est de l'emploi. Donc il faut effectivement booster les choses, et là on a besoin de l'action publique. Après, il n'est pas envisageable, il n'est pas pertinent pour nous que d'être en permanence sur cette action. Notre place sera de plus en plus sur la prévention, la surveillance et la responsabilisation des plaisanciers pour limiter l'arrivée de ces bateaux hors d'usage. Et à quel point sont-ils abîmés, ces bateaux? Est-ce qu'il y a des cas où vous vous dites on peut voir pour le revendre, avec beaucoup de travaux, il peut être remis à eau? Alors, ça pourrait être possible, mais à la question de déchéance de propriété, de qui... donc, il y a des choses qu'on pourrait faire. Il y a des choses qui peuvent être faites. Effectivement, même nous, on envisage, on réfléchit à ça, avoir un bateau qui pourrait servir à être un bateau école. Donc, il faut vraiment trouver le bon format, le bon bateau, l'identifier. Pour l'instant, on est vraiment, parce qu'on est dans un marché de déconstruction. Donc là, pour l'instant, on est en train d'enlever tout ce qui doit être déconstruit. Et effectivement, il y a des choses qui pourront être réfléchies avec des chantiers d'insertion, avec des partenaires associatifs, avec le parc lui-même, pour donner aussi une seconde vie à certains bateaux. Là, on a cette année, avec la Transat Jacques Vabre, financé un bateau qui était, en tout cas une équipe plutôt, sponsorisé une équipe qui a pris un bateau qui avait été brûlé et qui l'a fait revivre et qui en a fait un bateau de course et qui est arrivé. Donc c'est le bateau qui a été utilisé par Marita Barly et son compagnon Louis Duc, son compagnon de course, pardon. Et donc effectivement, on voit bien que des bateaux peuvent avoir une seconde vie et au point de faire de la régate. Donc oui, ce sont des choses à imaginer pour faire en sorte qu'on ne soit pas uniquement dans du déchet. Et voilà. Mais là, pour l'instant, on est en train d'enlever les bateaux qui n'ont
pas de possibilité d'être valorisés autrement que par le recyclage des déchets. Alors c'est un enjeu, on le voit très bien, hein, hyper riche, avec une grande transversalité, beaucoup d'acteurs, beaucoup de filières qui peuvent être mobilisées. Pour faire comprendre ça à ceux qui peuvent être concernés, vous avez organisé début décembre un tour de table, on peut dire, enfin des ateliers. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, on a effectivement voulu associer les collectivités, la direction de la mer, les communautés d'agglomération, tous les acteurs pour faire une visite, pour justement faire toute la procédure, revoir la filière depuis le départ, donc la partie administrative, la partie déconstruction, et puis on s'est beaucoup penché sur la partie perspective, comment faire pour les autres bateaux qu'on n'aura pas pu gérer dans le budget que nous avons, comment faire pour qu'il y en ait moins. Donc effectivement, la communication sur le fait qu'il y a cette filière qui existe, elle n'existe pas par exemple en Guadeloupe, donc on l'a mise en place à force d'investir des moyens. Donc il y a un début d'une filière de traitement, de déconstruction des bateaux, il faut que les plaisanciers soient au courant. Effectivement, c'est que pour les bateaux de plaisance, donc il faut se poser la question pour nos anciennes mioles, pour les bateaux de pêche. Bon, voilà, donc là pour la plaisance, il y a une filière qui existe, donc il faut communiquer là-dessus, c'est ce qui ressort de ces ateliers. Il y a aussi besoin de surveillance du plan d'eau, parce qu'avant que ça devienne un BHU, il y a une histoire, on commence à avoir des indicateurs, des signes avant-coureurs qu'il y a un problème sur ce bateau. Et d'être sur l'eau, de pouvoir identifier les choses, donc la surveillance par les collectivités elles-mêmes, ça aussi c'est une piste. Et donc comment faire pour que le plan d'eau soit couvert en permanence d'une surveillance, même si le parc va apporter sa part, puisqu'on vient d'avoir notre service opération, on vient d'avoir des agents qui sont commissionnés, assermentés, mais il faut aussi que les collectivités, parce qu'on a 48 000 km² de mer. Bien sûr, c'est très dense. C'est très dense. Ça permet, ces rencontres-là permettent vraiment de balayer l'ensemble et puis de structurer. Exactement, de se sentir, on va dire, plus fort, parce que la mer, c'est un milieu qui est quand même vaste, qui est transversal, qui est aussi quand même nouveau en termes d'aménagement, de planification. Donc il faut effectivement s'entraider. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est adapté à ça, qui nous donne envie de faire du lien. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Aude Brador, pour toutes ces réponses à ces nombreux questionnements. Je pense que vous aurez un très beau plan d'action pour l'année 2023 à venir, n'est-ce pas, pour le parc naturel marin. À bientôt. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci beaucoup, les Itata, d'avoir assisté à cette émission. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Écoutez ça.